Il existe une force motrice plus puissante que la vapeur, l'électricité et l'énergie atomique. Cette force, eh bien, c'est la volonté. La volonté à aller de l'avant après un échec, une chute, la volonté de surmonter les obstacles. Notre volonté par ici, je vous le dis chaque jour, c'est de vous faire plaisir et d'égayer vos mi-journées à travers nos différentes rubriques. Ce midi, nous sommes en mode entrepreneuriat, économie, puis nous parlerons de l'art et de la décoration. On s'installe avec ce featuring de Petit, Miguelito et de Tia. C'est parti avec Mon bébé. Ma musique, aïe, blaise. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. Doudou. Écoute ces chansons, c'est pour nous. Ça fait parler d'amour. Et nous vivons tous pour l'amour. Chérie, viens qu'à danser sur mélodie. Avec des pas comme le blues, jazz ou même slow. Tu sais, nos vies a besoin d'amour. Et n'est les madames de Bounognon. Et n'est les meilleurs de Simradjlé. J'ai besoin de ton corps, tu sais. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. Le temps apaise les blessures, mais pour moi rien n'est plus sûr. Je m'imagine dans tes bras, mais la réalité me rattrape. Je me sens seule, abandonnée. Je compte chaque minute loin de toi, impatiente de te retrouver et de m'évanouir dans tes bras. Malgré ton absence, je veux croire en l'avenir, partager ta vie et combler toutes tes J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de toi, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de ta voix, tu sais. Oh. Mon bébé. Pas besoin de discuter, pas besoin même de parler. L'amour nous a emporté jusqu'au paradis, chérie. Pas besoin de discuter, pas besoin même de parler. L'amour nous a emportés. Doudou, écoute ces chansons, c'est pour nous. Ça me parle d'amour, et nous vivons tous pour l'amour. Chérie, viens qu'à danser sur mélodie, avec des pas comme le blues, jazz ou bien le slow. Si c'est nos vies, a besoin d'amour. Et n'est les modèles des Bounognon. Et n'est les meilleurs de Simradjlé. J'ai besoin de ton corps. Mon bébé, une collaboration de Petit, Miguelito et de Tia. Dédicace spéciale à tous les amoureux de l'amour, à tous nos fidèles téléspectateurs du RDVM. On va parler à présent d'entrepreneuriat à travers référence. Ariane da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca, mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tu vas très bien. Ça va, je ne me plains pas. Je D'accord. pète la forme, comme on dit. Le plus important, c'est la santé, n'est-ce pas? C'est le plus important. D'accord. Alors, référence nous parle ce midi des PME, comment obtenir des financements pour plus d'efficacité. On parle là Et oui. des petites Et moyennes entreprises. Oui, aujourd'hui, tu sais, les entreprises sont à la quête permanente de financement. Aujourd'hui, on a invité un expert, un coach d'entreprise, Dossou Augustin Quintorconou, j'y arrive, c'est bien ça, hein? Coach
d'entreprise et avec lui, on va parler. Déjà, quand on parle de financement d'une entreprise, qu'est-ce que c'est? Alors, merci pour l'invitation. Tout le plaisir. Permettez-moi de dire bonjour à nos téléspectateurs. Ce qui est normal. D'accord, merci. Et quand on parle de financement, le financement, c'est l'ensemble des moyens par lesquels on trouve à l'entreprise les moyens nécessaires, les moyens financiers nécessaires, utiles pour la réalisation de ces activités. Mais il y a une question, moi, tout de suite qui me vient en tête. Est-ce qu'on est obligé d'aller chercher un financement pour son entreprise? La base de toute activité, c'est le financement. On dit que le financement est le cœur de l'entreprise. Quand on prend toutes les fonctions de l'entreprise, au niveau de chaque fonction, vous avez forcément besoin de financement parce que les fonctions sont interconnectées. Et chaque fonction a besoin de financement pour pouvoir tourner l'entreprise. Même quand vous allez dans la fonction administration, il y a du personnel qu'il faut payer, il y a tout ce qui est lié à la gestion, donc c'est de l'argent. Donc, on croit à tort que quand on parle de financement, c'est forcément aller vers les banques ou aller vers les institutions de microfinance. Donc, il y a plusieurs sources de financement. Donc, ça dépend de quel mode de financement vous optez pour votre entreprise, pour votre besoin. Et pour vous qui êtes un expert dans le domaine, quand je veux aspirer à un financement, quels sont les critères, les conditions de base? Quel genre d'entreprise je dois être? Est-ce que c'est une petite entreprise, une moyenne entreprise, une grande entreprise? Quels sont les critères de base? D'abord, il faut préciser que quel que soit le stade d'évolution de l'entreprise a besoin de financement. Que l'entreprise soit au lancement, en pleine croissance ou à étape de développement, l'entreprise a besoin de financement pour les différents besoins que génère peut-être son niveau d'évolution. Donc il n'y a pas une étape où on dit est-ce que c'est une petite entreprise, quel que soit le type d'entreprise, le besoin est là. Quels sont les modes de financement qui existent? Voilà. En termes de modes de financement, il faut distinguer deux sources de financement. Il y a les sources internes et il y a les sources externes. Quand on parle de sources internes, c'est d'abord l'apport personnel de l'entreprise, les capitaux de l'entreprise et les quasi-fonds propres de l'entreprise. En termes d'apport externe, de financement externe, on a recours aux banques, on a les subventions, on a également les dettes liées à l'exploitation. Ça, c'est surtout des financements que beaucoup d'entrepreneurs méconnaissent. Je parle d'avance client, par exemple. Je parle de dettes fournisseurs, qui sont également des modes de financement qu'on peut utiliser pour son besoin au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui également, vous entendrez parler des crowdfunding, des business angels, donc qui sont des plateformes de financement auxquelles on peut également faire recours pour financer ses besoins. Est-ce que l'actionnariat est un mode de financement? Bien sûr, bien sûr que l'actionnariat est un mode de financement. Vous avez... L'actionnariat, c'est quoi? C'est quoi, oui. Bon, l'actionnariat, c'est l'action, apporter de l'action au sein d'une entreprise. Donc, si c'est une entreprise, il y a beaucoup d'investisseurs. Ces investisseurs apportent... Deviennent des actionnaires. Deviennent des actionnaires, apportent des actions qui sont des capitaux qu'ils apportent au sein de l'entreprise. Et vous allez constater souvent qu'il y a beaucoup d'entreprises à des stades donnés qui font ouverture d'actionnariat de l'entreprise. Mais c'est pour apporter de nouveaux capitaux au sein de l'entreprise. D'accord. Alors, pour répondre à ta question, parce que là, il n'avait pas encore répondu à ta question, est-ce que le mode de l'actionnariat est un mode de financement d'une entreprise? Bien sûr, c'est un mode de financement de l'entreprise. Et c'est ça que je dis que quand vous avez une entreprise peut-être et que vous ouvrez le capital à d'autres entrepreneurs, ils apportent des actions au sein de l'entreprise. C'est bien sûr un mode de financement. D'accord. À quel moment justement intervient le financement externe pour une PME? À quel moment intervient le financement externe? Le financement externe, je dirais que le financement externe vient en complémentarité avec le financement interne. Donc, à partir d'un moment où vous évaluez vos besoins, vous estimez que les fonds propres
dont vous disposez, toutes les ressources à l'interne que vous disposez, ne suffisent pas pour répondre à un besoin de l'entreprise. Vous faites recours maintenant à un financement externe pour pouvoir compléter ce que vous avez à l'interne pour financer votre besoin. À quel moment aussi, Ariane, tu permets, à quel moment aussi on arrive à convaincre un bailleur de financer notre projet? Si le financement, tel que vous l'expliquez, le financement externe peut intervenir quand vous remarquez que le fonds que vous voulez investir n'est pas suffisant, comment est-ce qu'on arrive alors à convaincre un bailleur que son projet est au début, mais il faut investir? D'accord. Déjà, en premier lieu, il faut préciser qu'une entreprise ne se retrouve pas dans la tête. L'entreprise doit être transcrite sur un document. Et le document qui permet de décrire son entreprise, ses objectifs, ses stratégies et ses prévisions, c'est bel et bien le plan d'affaires. Donc d'abord, l'entrepreneur doit pouvoir disposer d'un plan d'affaires qu'il maîtrise bien et qu'il peut mieux présenter à son entrepreneur, à son investisseur, pour le convaincre. Donc, ça, d'abord, il faut avoir le plan d'affaires. Le plan d'affaires, si tu t'en souviens, on en parlait. On en a parlé ici, le business plan. Voilà. Oui. Et s'approprier bien de son plan d'affaires, parce que le plan d'affaires, c'est un outil de gestion. Donc, pour l'entrepreneur lui-même, qui doit pouvoir comprendre, maîtriser son plan d'affaires et bien expliquer à son financier pour pouvoir le convaincre. D'accord. Alors, l'idéal, je me retrouve peut-être dans un cas où j'ai une idée d'entreprise, un projet, je n'ai pas les moyens. À mon niveau, je n'ai aucun franc à investir dans mon entreprise. Est-ce que vous pensez que l'idéal, c'est directement d'aller parler de son projet à des banques ou à des structures qui puissent me financer, ou je dois faire l'effort à mon niveau de mobiliser des ressources pour me lancer avant maintenant d'aller vers ces entreprises-là? Un cas pratique. Oui, un cas pratique. Quand vous lancez votre entreprise, au départ, vous avez eu l'idée d'entreprise, vous l'avez traduit à travers votre plan d'affaires. Vous avez certainement des moyens, parce que quand on parle de moyens, ce n'est pas forcément le moyen financier. Peut-être qu'il y a le moyen matériel, tout ce qui est en nature, technique dont vous disposez. Et c'est tout ça là que vous mettez dans la balance pour aller convaincre votre bailleur, votre financeur ou votre potentiel investisseur pour pouvoir financer votre entreprise. Et comme on l'a dit, si au départ vous estimez que vous n'avez pas suffisamment de ressources, c'est vrai que c'est difficile au début de pouvoir convaincre par exemple une banque si vous n'avez pas encore une historique, vous n'avez pas encore un passé que vous pouvez mettre dans la balance pour pouvoir convaincre une banque. Mais là, le mode de financement, on en a parlé tout à l'heure, vous pouvez ouvrir votre actionnariat à d'autres investisseurs que vous pouvez convaincre de la viabilité de votre projet, de pouvoir apporter des capitaux au sein de l'entreprise. Et ça peut vous permettre de bien démarrer votre entreprise. Il y a d'autres sources de financement, les familles proches qui apportent des ressources dans l'entreprise. Donc il y a tout un ensemble de moyens dont vous pouvez faire recours pour pouvoir financer votre entreprise, même si vous êtes au démarrage. Mais parfois, on se demande s'il n'y a pas des risques. Je peux aller prendre un financement et finalement connaître un échec. Comment est-ce qu'on règle ce genre de situation? Je suppose que j'ai pris un prêt auprès, je ne sais pas, d'une structure de microfinance ou d'une banque, peut-être, et finalement, ça n'a pas marché, l'affaire n'a pas marché. Comment on gère tout ça? Ok, merci. Justement, le problème réside à deux niveaux. Le premier niveau, d'abord, c'est l'évaluation du besoin de financement. Comment vous arrivez à évaluer de façon objective votre besoin de financement? Donc, si vous évaluez mal votre besoin, le problème va se poser. Le second aspect, c'est le choix du financement. Il faut adapter, il faut savoir quel type de financement adapté à votre besoin à un moment précis. Vous n'allez pas pouvoir prendre un financement à court terme pour pouvoir financer un investissement et vice-versa. Donc, il faut d'abord déjà voir si le financement auquel je fais recours, ce financement est bien adapté à mon besoin. Est-ce que les caractéristiques de ce financement, en fait, les coûts directs, les coûts de transaction, le rapport coût, tout ça, et les garanties, tout ce que vous mettez dans la balance, est-ce que ça vous permet que votre activité soit rentable? Parce qu'il y a un intérêt que vous payez. Donc, si vous prenez par exemple un financement dont l'intérêt est déjà très exorbitant et que vous mettez dans la balance, à un moment donné,
ça va faire chuter votre entreprise. Donc, le problème réside à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est l'évaluation. Et par rapport à l'évaluation, c'est comme ce que je dis souvent aux entrepreneurs quand je suis en coaching. L'argent, le financement, c'est comme de l'engrais qu'on donne à une plante. Quand il y en a de trop, la plante se meurt. Et quand il y en a de moins, la plante ne croît pas et ça devient un gâchis. Mais est-ce que c'est la même chose pour les êtres humains? Parce que l'argent pour un être humain, ça va jamais... Enfin, bon, peut-être on ne va pas connaître l'échec, en tout cas avec l'argent. On brille toujours avec l'argent. Bien sûr, dans l'entreprise, dans une entreprise, il ne sert à rien d'avoir une entreprise où à un moment donné, vous êtes sur liquide et que l'argent ne sert, vous ne savez même pas ce à quoi vous avez, ce que vous voulez faire avec l'argent. Ouais, donc c'est tout ça qui amène peut-être les risques de détournement d'objets de crédit, de mauvaise gestion, parce que vous êtes sur liquide à un moment donné. Donc l'argent doit pouvoir être évalué à juste titre, doit être mesuré par rapport aux besoins que vous avez à un moment précis. Si vous allez vers une banque et que votre besoin à un moment T, vous avez besoin d'1 million, et supposez la banque vous donne 10 millions et que vous prenez. Mais les 10 millions vont avec l'intérêt de 10 millions et non l'intérêt de 20 millions. D'un million. Oui, d'un million. Peut-être que votre entreprise n'a pas encore une activité qui permet déjà même de répondre aux charges financières liées à ce montant-là. Vous voyez que c'est un risque. Donc, il faut bien calibrer et bien évaluer le besoin de financement et bien choisir son type de financement. Et en gros, votre point de vue personnel à présent, est-ce que vous conseillez à une entreprise d'aller vers un financement? Mais toute entreprise qui doit connaître la croissance doit pouvoir faire recours à un financement. Mais là, le problème est que quel type de financement adapté à son stade d'entreprise? C'est là que le problème... D'accord, on va prendre un cas pratique. Je suppose que j'ai une entreprise, je ne sais pas de quoi, de produits cosmétiques par exemple. Oui. Et j'ai besoin d'un financement. Quel type de financement est adapté à mon entreprise? Une entreprise que j'ai créée peut-être il y a 1 an, qui n'est pas encore très grande, mais bon, qui essaie quand même de faire son petit bonhomme de chemin. Ok. D'abord, je dirais il faut d'abord connaître le besoin. Est-ce que le besoin, c'est d'accéder à un marché plus grand, un marché qui s'accroît et qui a besoin plus de financement, ou est-ce que c'est peut-être un équipement qu'il faut acheter, ou peut-être le bâtiment n'est plus autant vaste pour contenir les marchandises, il faut aller construire. Donc, il faut connaître déjà le type de financement. Maintenant, quand on prend un cas pratique et que c'est une entreprise de cosmétiques, de vente de cosmétiques, de produits cosmétiques, et qui a besoin de financement, par exemple, pour accéder à un marché qui s'accroît. Là, il a besoin d'un besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, là, c'est des crédits à court terme. Donc, il peut solliciter auprès des banques ou d'autres institutions financières pour pouvoir financer son entreprise. Ouais. Donc, ça dépend du besoin de l'entreprise en ce moment-là. Donc, il faut que l'entrepreneur maîtrise ses besoins. Bien sûr. Et les besoins du marché. Bien sûr. Ariane Da Silva, oui, j'ai envie de lui demander, est-ce qu'il vous arrive, puisque vous êtes coach d'entreprise, de coacher des entrepreneurs, des entreprises qui sont dans le domaine du numérique, donc des startups numériques? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de coacher des PME, startups numériques par exemple? Dans ces cas, qu'est-ce que vous leur conseillez? Puisque généralement, pour une startup numérique, c'est compliqué d'avoir un financement, parce que la start-up part généralement juste d'une idée. Voilà, on veut créer une solution digitale pour aider les bonnes dames à mieux écouler leurs marchandises. Donc, l'idée est là. On a besoin d'un financement pour mettre en place la solution digitale. Mais généralement, c'est compliqué parce qu'on se dit, les bailleurs de fonds disent non, vous avez juste l'idée, qu'est-ce qui me prouve? Même s'il a un business plan bien détaillé. Donc, vous, en tant que coach, qu'est-ce que vous conseillez généralement à ces startups-là? Ok, effectivement, ces startups qui sont dans le numérique, ils ont effectivement cette difficulté de pouvoir prouver de façon concrète quand ils sont à l'étape de lancement, la faisabilité liée à leur entreprise, mais
il y a quand même des mécanismes aujourd'hui qui financent ces entreprises. Okay. Il y a aujourd'hui des banques qui s'aventurent vers ce secteur, parce qu'aujourd'hui, le secteur du numérique est en pleine évolution, en pleine mutation. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui qu'on ne va pas regarder ce côté. Donc, il y a quand même des institutions financières qui aujourd'hui adaptent leur financement à ça. Mais généralement, aujourd'hui, il y a plus de subventions, plus de solutions comme les solutions de crowdfunding, business angel aujourd'hui, qui arrivent à accompagner ces types d'entreprises aujourd'hui. Et c'est quand peut-être l'entreprise évolue et qu'on voit du concret, que vous voyez que les institutions financières commencent par s'intéresser à ça. Mais quand même, il y en a quand même qui ont adapté leurs solutions à ce type. Mais on va en arriver là, on est au Bénin. Je pense qu'on est en train de faire le bon nombre de chemins. On va y arriver. Au Bénin, il existe forcément un dispositif de soutien aux PME, n'est-ce pas? Oui, forcément, il y en a. Ariane Da Silva, c'est bon ou bien tu as encore d'autres questions? C'est bon, d'accord. Merci pour ce moment de coup important pour les PME, les petites et moyennes entreprises. Et on va remercier Dossou Augustin, voilà, Kentokonou. Merci. Toutes les fois qu'il doit venir ici, tu t'imagines, il quitte Boycon pour venir ici. Wow. Juste pour nous, en fait, c'est... Vous connaissez Zobodomé, non? Oui, c'est sur la voie là-bas. Elle est de là-bas. Je dois prendre pas Zobodomé. Elle est de là-bas. C'est important de faire un petit coucou à tous mes parents de Zobodomé. Quand même, c'est important. Ah, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous avoir par ici. Vous quittez Boycon à chaque fois qu'on vous... Ça fait la deuxième fois qu'il est sur ce plateau. Oui. Merci beaucoup. Cela dénote de ce que voilà, le rendez-vous de midi est important pour vous et c'est un plaisir partagé de vous avoir. On espère vous revoir encore par ici à chaque fois qu'il s'agira de parler de coaching dans le domaine de l'entrepreneuriat. Augustin Quintoc, on nous remercie donc pour ces précisions. J'espère que vous n'êtes pas pressé. De toutes les manières, si vous avez quitté Boycon, c'est que vous n'êtes pas pressé. Vous allez reprendre la route, mais après l'émission. Alors, on va parler toujours de financement, mais cette fois-ci, c'est dans ECHO. Ariane Da Silva, ECHO, c'est toujours avec toi. On découvre le mot monopsone. Après stagflation la dernière fois. Stagflation, voilà. Monopsone aujourd'hui. Mais c'est quoi? Je comprends pas. L'idée, c'est d'aller nous dénicher les mots. Non, on va quand même pas avoir une rubrique comme ça et nous attarder tout le temps sur des mots que tout le monde peut comprendre facilement. Il faut de temps en temps qu'on sorte du lot, qu'on ramène des mots. Bon, d'accord, comme monopsone. Voilà, comme monopsone. On y va. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, un monopsone, c'est un marché sur lequel un seul demandeur se trouve face à un nombre important d'offreurs. D'accord, c'est-à-dire? Alors, on peut aussi dire que c'est un régime de formation des prix dans lequel un acheteur unique trouve en face de lui une multitude de vendeurs. Je suppose que je suis entrepreneur dans le domaine peut-être du meuble. J'aurais besoin de matériel forcément pour pouvoir fabriquer mes meubles. Exactement. Je lance peut-être un appel d'offres. Et je suis seule sur ce marché-là peut-être. Et en retour, j'ai beaucoup de retours, quoi. Une centaine peut-être de personnes disposées à me fournir des meubles. D'accord. Alors, tout de suite, c'est ce qu'on peut comprendre. Mais toutefois, il y a plusieurs catégories de monopsone. D'accord. On va parler de l'une de ces catégories. Toutefois, les cas les plus fréquents relèvent du domaine de l'État pour ces achats. Quand l'État veut, par exemple, acheter des armes, des missiles et autres, dans le domaine de la sécurité, la justice, il peut arriver que l'État se retrouve dans cette situation. Mais c'est que là, a une petite différence parce que il y a plusieurs acheteurs qui proposent leurs services peut-être à l'État, mais c'est pas comme si toutes les entreprises étaient spécialisées dans le domaine. Toutes les entreprises du monde ne vendent pas des missiles. Elles sont peut-être nombreuses, mais elles ne sont pas aussi nombreuses que peut-être des entreprises qui vendent peut-être des meubles ou je sais pas, autre chose. Donc, dans ce cas, on parle de monopsone contrarié. Monopsone contrarié.
Contrarié. Contrarié. Quand on se retrouve dans la posture de... On a un petit nombre d'offreurs pour un demandeur. Ok. C'est-à-dire, on est sur un marché, on a une demande, on formule une demande, mais en retour, on n'a pas beaucoup de gens D'accord. qui fabriquent ce dont on a besoin. Ils sont peut-être nombreux, mais pas aussi autant, nombreux oui. que ça. Voilà. Alors, mais ce n'est pas tout. Hein. À côté du monopsone, il y a aussi l'oligopsone. Oh là là, l'oligopsone. Voilà. D'accord. Qui désigne un marché sur lequel il existe un petit nombre de demandeurs pour un grand nombre de vendeurs. Ok. Donc, Le contraire. le contraire, mais pas totalement, parce que là, par exemple, on peut être 5 demandeurs on peut formuler une offre, on peut être 5, mais en face, on a peut-être une vingtaine de personnes, une centaine de personnes. Mais on est quand même un certain nombre. On n'est plus seul. On n'est plus seul dans parce ce que pour cas. mono. Ah, ok, voilà. Et Ça, c'est mono. Voilà. Et oligopsone. Donc, voilà un peu. En gros, qu'est-ce qui différencie le monopsone, j'y arrive, d'un oligopsone? On parle de monopsone pour qualifier un marché où un seul demandeur fait face à de multiples offreurs, et de monopsone contrarié lorsqu'un demandeur rencontre quelques offreurs. Un oligopsone est un marché structuré autour de quelques demandeurs et d'une multitude d'offreurs. Voilà, donc j'espère que tu as retenu quelque chose. Oui, j'ai retenu quelque chose. Je vais demander. Même si tu n'as rien retenu dans la définition, je suis sûre au moins que tu sais désormais qu'il y a des mots comme ça qui existent. Non. C'est déjà ça. Non, c'est déjà ça. Monsieur Kentokonou, puisque vous êtes coach d'entreprise, il vous arrive aussi de vous retrouver dans de telles situations de monopsone, ou d'oligopsone, voilà. Oui, il y a de ces genres de situations, des entreprises, comme vous l'avez expliqué, qui offrent des services qui sont très peu, mais qui peut-être en face ont plusieurs demandeurs. Et aussi, on a aussi dans l'autre cas de oligopsone. Oui. Aussi également, il y a de ces types d'entreprises également. Monopsone, vous en savez désormais un peu plus. En tout cas, selon ce que je retiens, c'est que c'est le régime de formation des prix dans lequel un acheteur unique, Ariane Da Silva, si je me trompe, tu me le dis, tu me le notifies, trouve en face de lui une multitude de vendeurs. C'est un peu ça. Et je suis sûre que tout ce temps qu'on est, on s'est déjà retrouvé dans cette situation dans la vie au quotidien, sans forcément faire attention. Il arrive des moments où on a besoin d'un bien ou d'un service, et il n'y a pas beaucoup de gens qui offrent en fait ce service-là, ou c'est le contraire. C'est des quelqu'un d'autre en a besoin, vous vous retrouvez avec d'autres personnes pour proposer ce service-là. Ariane Da Silva, merci avec toi de toutes les manières, avec la rubrique Écho, chaque mercredi par ici, on en apprend toujours un peu plus sur un mot. J'espère que je vais trouver un mot encore plus corsé la prochaine fois. Je l'espère. C'est ça le but de... Non, c'est pas ça le but, mais bon. Le challenge. Oui, c'est peut-être un challenge. On va prendre ça comme un challenge. Oui, de nouveaux mots surtout. J'aurais aimé que ce soit pareil dans d'autres secteurs aussi. Oui, pourquoi pas. Je vais peut-être vous emprunter l'idée pour mon coaching numérique des lundis. Oui, surtout qu'aujourd'hui, moi je trouve que c'est une très belle idée parce que le numérique aujourd'hui évolue. Exactement. Et c'est sûr que tous les jours, il y a de nouveaux mots qui naissent, donc c'est important d'en parler. Ariane Da Silva, je le disais, merci encore et merci de rester avec nous pour la suite de cette émission. On va installer à présent Art Déco. Body painting de l'art visuel vivant, eh bien, c'est la thématique du jour. Mesdames, messieurs, si vous résidez au Bénin, eh bien, vous savez donc qu'on ne peut pas parler de body painting sans son boss. Voilà, oui, sans son boss. Celui-là même qui l'a révélé à beaucoup de personnes à travers la pratique de son art. Lionel Da Vinci atterré, c'est Da Vinci ou Da Vinci? Da Vinci, si on va bien prononcer. D'accord. Da Vinci, c'est dans quelle langue là? En italien, ça vient de Léonard de Vinci. En tout cas, c'est pas béninois. Lionel Da Vinci atterré. Lionel, bonjour. Bonjour Rebecca.
Comment vous allez? Je vais bien, et chez vous? Ça va très bien. Souhaitez la bienvenue à Lionel. Bonjour. Merci, bonjour. Ariane da Silva connaît Lionel? Oui, je le connais. Ok. Monsieur Quinton connaît? Je crois pas. Il a déjà passé sur nos plateaux plusieurs fois. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, Lionel est artiste visuel. Nous parlons aujourd'hui d'un art assez spécial puisqu'il se fait sur le corps humain, donc le body painting. Il y a quelques années, on découvrait Lionel le body painting et vous avec. Quelques années après, vous y êtes toujours. J'ai envie de savoir pourquoi. Tout est parti, l'inspiration, l'idée d'emprunter cette voie, ce chemin. Je dirais que je continue toujours de pratiquer le body painting parce que je m'y plais dedans. C'est une forme d'expression assez particulière. Comme vous le savez, à la base, c'était pas trop connu au Bénin et tout. C'est vrai que ça s'est révélé à beaucoup de Béninois et beaucoup de jeunes artistes qui aujourd'hui pratiquent également le body painting. Je suis content de voir qu'il y a des gens qui suivent. Voilà, et justement, voilà, en image pour les téléspectateurs et pour Monsieur Kintokonou aussi. Quand on parle de body painting, voilà, c'est de l'art, mais de l'art sur un corps, voilà, le corps. Et vous n'arrivez pas à même distinguer le corps puisque l'art recouvre totalement sinon corps. Parfois partiellement, une partie du corps humain. Alors, à quel moment vous avez décidé de dessiner sur des humains? Comment est-ce que cela a pu connaître également ce succès qu'on voit aujourd'hui? Ok, je dirais déjà que le body painting dans la peinture corporelle, c'est un art que je connaissais même pas avant. Et je pense que je l'ai eu à le dire aussi avant. C'est grâce au film Black Panther que je me suis lancé dans le body painting, la peinture corporelle. Et donc, entre-temps, j'étais modèle photo et je posais pour le photographe Eric Aono, qu'on ne présente plus. Et donc, après avoir suivi... En parenthèse, ça fait un moment, on ne le voit plus sur la toile. J'espère qu'il va très bien. Il va bien. D'accord. Ok, on y va. Okay. Et donc, voilà, après avoir suivi le film Black Panther, j'ai vu dans le film qu'il y avait des peintures corporelles qui ont été réalisées par les acteurs, qui étaient réalisées sur les acteurs. Et du coup, j'ai voulu imiter cette peinture corporelle pour pouvoir faire justement un shooting photo. Et donc, c'est après ça que le photographe Eric Aono m'a demandé de justement peindre sur ces modèles, et c'est après ça aussi que je me suis documenté sur cette discipline artistique et je me suis lancé dans ça, et dans spécialement ce qu'on dirait le body painting africain ethnique qui est inspiré de la mythologie Yoruba. Voilà. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec la peinture blanche sur le corps, parce que ça vient d'une divinité Obatala dont la couleur est la couleur blanche. Voilà. D'accord. Alors, depuis que vous avez commencé, ça fait déjà combien d'années que vous êtes dans le milieu? Dans la peinture corporelle, ça va faire, disons, 4 ans. 4 ans. Et dans la peinture, de façon générale, une 9e année. Ouais. On va dire que vous êtes un pionnier en la matière au Bénin, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà formé d'autres personnes pour vous accompagner? Est-ce qu'il y a d'autres Béninois qui le font, qui font de la peinture sur le corps? D'accord. Avant que je ne parle de ce volet de formation, je tiens à préciser qu'il y avait quand même des gens qui faisaient déjà la peinture corporelle, même si c'était pas assez connu et tout. Il y a certains qui faisaient, il y a Laudamus qui faisait, un monsieur qui faisait aussi de la peinture corporelle vaudou, et il y a aussi Philippe Hachemé qui est un ami que je connais qui pratiquait également la peinture corporelle, pas exactement ce style de peinture corporelle que je pratique moi. Et donc c'est vrai que ça a été assez médiatisé sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont découvert cette discipline, je vais dire un peu grâce à moi. Et après, il y a pas mal de personnes qui ont suivi, des gens qui se sont intéressés à la chose, qui m'ont contacté, que j'ai eu à former aussi. Et d'autres jeunes qui s'y essaient également, que j'amène parfois sur le terrain, parce qu'il y a une différence entre pratiquer le body painting sur une seule personne et pratiquer sur plusieurs personnes, une centaine de personnes. Parce que parfois, on peut inviter un artiste qui pratique la peinture corporelle pour un événement culturel où il faut réaliser des face painting, comme je le dis souvent, donc peinture sur le visage. Et donc, il faut être très rapide et précis, et ça peut vraiment mettre une certaine pression. Donc, il faut de la pratique, de l'exercice pour être justement dans ces disciplines, pour avoir un résultat bien appliqué. D'accord. Si tu permets, vas-y. Moi, je suis curieuse de savoir, parce que les images que je vois à l'écran, ça, par exemple, c'est une femme.
si je ne me trompe. Hein. Ouais. Si, voilà, c'est une femme. Est-ce que dans votre activité, vous arrivez à résister à des corps de femmes? Ouais. Parce que vous êtes quand même... Non, mais enfin, ce que je dis, je ne sais pas. Non, si, parce que si on revient sur la première image... Oui, c'était une personne totalement nue et tout, donc je ne sais pas. Est-ce que vous arrivez à résister au corps de femmes? Pourquoi vous n'avez pas posé la question par rapport aux hommes? Non, parce que vous êtes un homme. Puisque j'ai peint sur un homme aussi tout nu. Non, oui, mais vous êtes un homme, mais c'est pour les femmes qui nous intéressent. Ouais, c'est pour dire qu'en fait, quand tu pratiques ces disciplines, là, le corps est considéré comme une toile. Et tout ce que vous avez vu réaliser sur ce corps, si on est perturbé, si on est distrait, est-ce qu'on peut réaliser ce travail sur le corps? Non. Et c'est un travail d'inspiration. Donc, du coup, quand la pratique ce type d'art, il n'est même pas là parce qu'il faut, vous allez voir que il y a toute une harmonie, c'est des symboles, c'est des motifs et tout ça fait partie justement de la création parce que généralement quand moi je travaille aujourd'hui, je travaille sur des projets et donc il y a un thème, il y a un travail de recherche à la base avant de travailler sur le modèle et donc tout ça là, ça dure des heures. Ce que vous avez vu sur l'écran là, ça peut faire 5 heures de travail, 6 heures, même parfois quand je dois travailler sur tout le corps, que ça soit avant ou derrière, ça peut prendre 8 heures, des fois 8 heures de temps. Oui, ça prend énormément de temps, donc ce n'est même plus une question de distraction et tout. Ça veut dire que vous n'avez même pas le temps de voir si le corps... de regarder le corps. D'accord. Après, il faut aussi dire que je ne suis plus à mes débuts. Peut-être qu'au départ, si tu démarres, ça peut te troubler un peu, tu peux te dire, ah, c'est le corps et tout, mais après, si tu commences à travailler, parce qu'il y a des gens qui ont souvent soulevé ça, et j'ai même eu des fois à dire aux gens d'essayer, parce que tu peux peut-être, pour ta première fois, vouloir travailler sur le corps de quelqu'un, que tu sois une femme ou un homme, nu, et au départ, ça peut te déranger, mais quand tu prends le pinceau ou le marqueur, tu commences par travailler, tu vois que tu n'es même plus là. Donc du coup, c'est une question de... Après moi, j'étais aussi modèle photo. J'ai déjà posé nu avant avec des femmes et tout. J'ai déjà travaillé, donc le problème ne se pose pas à ce niveau. D'accord. On sait qu'au Bénin, on est très conservateur sur certaines choses. Est-ce que vous avez... Je sais pas, est-ce que les gens acceptent facilement cet art-là? Je voulais parler des modèles. Des modèles. Est-ce que vos modèles, par exemple, ce sont uniquement des jeunes ou des personnes plus âgées? Bon, moi, après, c'est vrai que la personne âgée sur qui j'ai eu à travailler, elle n'est pas béninoise, mais je travaille sur une dame qui avait près de 75 ans, 60 et quelques, je sais plus. Et donc, j'ai déjà eu à travailler sur des personnes âgées qui étaient intéressées. Je lui ai dit que la peinture corporelle, c'est un art qui plaît quand même aux gens. Les gens ont envie d'avoir cette peinture sur leur corps et tout, de voir ce que ça donne, que ça soit sur le visage ou sur le corps. Et donc, je lui ai dit, ça intéresse beaucoup de gens. Après, vous dites qu'on est dans un pays très conservateur, mais ce que je dis souvent par rapport à ces genres de réflexion, c'est que on voit par exemple dans nos villages beaucoup de femmes qui ont les seins dénudés et tout. Personne n'en parle, on ne critique pas, ça fait partie des réalités et tout. Donc du coup, je vois pas pourquoi peindre sur un corps, parce que quand on prend en Afrique, dans certaines ethnies, il y a beaucoup de peintures corporelles également. Donc il y a des femmes au Kenya, à 2 endroits, qui ont des peintures corporelles sur elles, et ça ne pose pas problème. Ça fait partie, c'est un art, c'est une identité culturelle. Donc, voilà. Reconnaissons quand même que c'est très beau. Maintenant, pour finir, si tu me permets, Rebecca. Puisque ça t'inspire. Alors, j'aime bien ça. De la peinture sur le corps. Est-ce que quelque part ça ne pose pas? Je sais pas quel genre de peinture vous utilisez. C'est à vous de vous défendre. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes de santé peut-être? Je ne sais pas. Non, parce que c'est de la peinture à eau à la base et tout. Et c'est depuis que moi j'ai ce métier, enfin depuis que je pratique ce type d'art, je n'ai jamais eu de soucis. Enfin, aucun modèle n'a eu de soucis de peau ou d'allergie et tout. Et c'est de la peinture à eau. Après, le travail, c'est un art éphémère, il faut préciser. Et donc, après le travail, puisque l'idéal aussi, c'est d'immortaliser à travers la photographie. Donc, après la photographie, la personne se lave et tout. D'accord, et ça passe. D'accord, ok. Voilà. C'est bon? C'est bon. J'avais une autre question, mais c'est bon. Je peux te laisser conduire. Non, la dernière question, c'est est-ce que votre activité, ce que vous faites, votre art, s'exporte bien hors du Bénin? Je dirais, ça s'exporte
peut-être beaucoup plus, parce que ceux qui s'intéressent à ce type d'art, c'est la plupart des expatriés. Voilà. Et malheureusement, mes compatriotes, ils apprécient bien le travail, mais c'est pas pour autant qu'ils en consomment. Peut-être parce que c'est un peu cher. C'est cher? Là, n'a pas de prix. Là, n'a pas de prix. Tout simplement. Et du coup, ouais, parce que je profite pour expliquer un peu tout le cheminement qu'il y a derrière une peinture corporelle. Quand vous voyez la photographie, il y a tout un travail derrière. Donc, déjà, l'artiste doit fixer un thème sur lequel il veut travailler. Il doit mener des recherches sur ce thème, donc beaucoup de documentation. Il doit après trouver un modèle avec qui travailler. Et donc, le modèle, il faut quand même le déplacer, donc payer son déplacement. Si vous n'avez pas à payer le modèle, bien sûr, parce que parfois, il faut aussi payer le modèle, mais au moins payer son déplacement, ce que le modèle doit manger et toute la journée. Ok. Après, la peinture corporelle, le matériel que j'utilise, je le commande en Europe. Ça coûte énormément. Et il y a ce travail à faire sur le modèle pendant des heures, comme je vous l'ai dit, 6 heures, 7 heures, 8 heures de temps. Après, il y a la photographie. L'appareil photo a un cours, il y a la photographie à faire. Après, il y a l'impression, justement, de la photo. Donc, une bonne impression de qualité, ça a son coût. Voilà. Avant de dire. Donc, du coup, quand vous voyez tout ce qu'il y a derrière là. Là, n'a pas de prix. Tout simplement pour conclure. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre travailler sur une toile et un humain? Bien sûr que oui, il y a une différence. Parfois. L'humain bouge, oui, mais je dirais plutôt que le corps, c'est pas une surface plate. D'accord. Parce que quand on travaille sur toile ou sur mur, la surface est plate. Mais le corps, c'est, je vais dire, la personne est en mouvement. Donc, il faut tenir compte parfois. Parce que si tu travailles, tu peins sur un modèle, après, dans une certaine posture, si le modèle doit poser, il faut tenir compte de la posture du modèle. Quand il sera en mouvement, le dessin peut bouger. Donc, c'est pour dire que, voilà, ça demande beaucoup plus de réflexion de travail sur un corps parce qu'on calcule. Puisque vous voyez, le corps n'est pas une surface plate et c'est assez compliqué. D'accord. Voilà. Et justement, parlons toujours de l'art visuel. Nous avons votre signature sur le plus long mur qui se trouve à Cotonou, d'ailleurs en image déjà. Parlez-nous de cette expérience très rapidement. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Voilà, vous voulez parler du projet Effet Graph. Oui. Et du coup, je vais dire, c'était la 8e édition du festival Effet Graph qui a justement donné naissance à ce mur dont vous parlez. Et ceci grâce à, je vais dire, la première dame du Bénin, Madame Claudine Talon, parce que ce mur a une histoire. Du coup, avant de réaliser ce mur, il y avait le mur de l'Océbienne qu'on avait déjà peint, qui était le mur le plus long et graffé en Afrique. Donc, il faisait le record en Afrique, mais c'était le 3e mur le plus long et graffé au monde. Et donc, ce mur a été médiatisé sur les chaînes à l'international, dont TV5 Monde. Et du coup, la première dame, elle a découvert ce mur-là sur TV5 Monde. Et elle est passée après sur le mur. Je veux parler du mur de l'Océbienne, donc du mur du patrimoine. Et donc, elle est passée, elle a vu que la fraîcheur que les murs avaient dans la télé, ce qu'elle a vu à la télé, que ce n'est plus la même fraîcheur. Et donc, ça s'est déteint. Et c'est de là qu'elle nous a contactés pour comprendre. Et on lui a expliqué on travaillait sur fonds propres et qu'on n'avait pas de matériel de qualité. Donc c'est pour ça. Et elle a voulu nous accompagner pour qu'on puisse rafraîchir le mur justement de l'Océbienne. Et c'est comme ça qu'on a eu à demander si on pouvait travailler sur le mur du port également pour battre le record mondial, qui est le record de Dubaï, le mur à Dubaï. Et donc du coup, c'est de là que la première dame a voulu nous accompagner sur ce projet et vraiment nous a accompagnés tout le long du projet pour qu'on puisse avoir ce que vous avez là aujourd'hui. Et donc je fais partie des 26 artistes internationaux qui ont travaillé sur ce mur et ma fresque est probablement passée justement en image et tout. Et voilà, je suis très content d'avoir travaillé sur ce projet, d'avoir ma fresque sur ce mur qui justement met en valeur la lumière sur la consommation locale, ce que nous pour la production locale, dans le coton, l'ananas et le pain tissé. Voilà, ça met la lumière sur notre culture. D'accord. Monsieur Kinto Konou, très rapidement, vos impressions, très rapidement, par rapport à la peinture corporelle. Il faut dire que je suis très impressionné. Je vois ça en image sur les réseaux sociaux, mais enfin, je ne connaissais pas celui qui était derrière. D'accord. Donc,
c'est un plaisir pour moi de le rencontrer. Merci. Et vraiment, félicitations. Merci. Lionel, merci. Je rappelle que vous êtes artiste visuel et avec vous, on parlait du body painting, la peinture corporelle. En tout cas, vous avez énormément de talent et on vous souhaite du courage par ici. Mais c'est pas tout, pour Ariane Da Silva. La vraie question, c'est est-ce que Rebecca va se laisser J'ai déjà fait le corps? J'ai déjà vu la photo. C'était en 2019. Non. À l'occasion de mon anniversaire. Non, ça c'était le visage. Non. Ah, mais tout le corps nu, c'est ça? Oui, non. Ça, c'est le face. De toute façon, pas le body. D'accord. Même si elle fait de tout le corps, vous n'allez n'allez même pas me reconnaître. justement, en plus, je travaille à l'anonymat. Mais ce sera un plaisir de faire ça, pourquoi pas? C'est tentant. Et comment? Pour ton prochain anniversaire, pourquoi pas? Prochain anniversaire. Ariane Da Silva, merci. Merci à vous, monsieur Keita Konou, et bon retour à vous. Bien de choses aux citoyens de Boyko et environ. Lionel, je le disais, du courage et à très bientôt par ici. C'est la fin de ce numéro de votre émission Le Rendez-vous de midi. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre fidélité à cette tranche. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, poursuivez l'aventure avec Yasmine Damata dès demain, jeudi. Prenez soin de vous. Bye bye.